Messieurs, dames, merci. Pour ceux qui souhaitent rester à la conférence de presse du docteur Mukwege, à l'initiative de Madame Hilde Woutman et en présence aussi de Mounir Satouri. Pour rappel, Madame Hilde Woutman est la présidente de la délégation UE-Afrique depuis ce nouveau mandat. Et Mounir Satouri est le président de la Commission des droits de l'homme. Et Dr Mukwege, que vous connaissez, prendra la parole. Je donne tout de suite la parole à Madame Hilde Woutman. Merci beaucoup. Et j'aimerais introduire cette conférence de presse par dire que je suis tellement honorée d'avoir le Dr Mukwege parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme vous le savez tous, il a reçu le prix Nobel de paix en 2018 et le prix Sakharov en 2014. Il est expert en droits de l'homme et le défenseur des droits des femmes de tous les temps. Son travail à l'hôpital Panzi est remarquable. On est tous ici parce qu'on connaît très bien la situation en RDC depuis la prise de Goma en janvier de cette année. Et la situation est horrible. Et face à cette situation d'urgence, le Parlement européen a pris ses responsabilités en adoptant 2 résolutions relatives à la crise à l'est du Congo. Et c'était des résolutions très fortes. Nous condamnons fermement l'occupation dans l'est de la RDC par le M23 et aussi l'utilisation choquante de la violence sexuelle contre les femmes et les filles. Nous avons demandé de renforcer les sanctions. Nous demandons de suspendre immédiatement le protocole d'accord avec le Rwanda sur les matières premières. Nous demandons de prendre des mesures immédiates et spécifiques pour protéger votre hôpital, l'hôpital de Panzi, et nous soutenons la création d'une commission d'enquête indépendante sur les violations graves commises depuis janvier 2022. En plus, devant la gravité de la situation qui persiste ensuite à cette invitation du Sénat de la RDC, je peux vous annoncer que la délégation du Parlement européen auprès de l'Assemblée Afrique-Union européenne a été mandatée pour conduire une mission en République démocratique du Congo qui aura lieu à la fin de ce mois-ci. On va avec 12 parlementaires du Parlement européen, on va aller à Kinshasa. Étant donné les atrocités qui se déroulent en RDC, j'aimerais poser les questions un peu à vous, docteur, pour nous expliquer un peu la situation sur le terrain, parce que j'ai l'impression que l'attention maintenant ne focus plus sur ça, mais j'aimerais bien savoir comment c'est maintenant la situation des femmes et des filles à l'est du Congo. Vous les soignez, vous le voyez, c'est comment maintenant la situation sur le terrain. Deuxièmement, ce qui me préoccupe, c'est l'accord entre les États-Unis et le Congo sur les minéraux. Je pense que c'est quelque chose qui préoccupe aussi ici notre Parlement. Et troisièmement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de médiations. Je pense à Qatar, je pense à Togo, je pense qu'il y a même 5 médiateurs pour l'instant. Comment vous voyez le rôle que nous, on doit faire comme l'Union européenne? C'est un peu pour vous stimuler, pour nous raconter un peu votre histoire. Merci beaucoup. Je crois que c'est là. Voilà. Merci Madame Woutman pour la parole. Aujourd'hui, que nous sommes ici pour nous rappeler le drame qui s'est passé il y a 80 ans, un jour de mémoire. Je suis là aussi pour vous parler d'une guerre qui a duré maintenant 30 ans, le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale, un conflit oublié où la crise est complètement négligée. Et je vous remercie de me donner cette opportunité de pouvoir parler de cette crise négligée. En effet, cette guerre qui a duré 30 ans a fait plus de 6 millions de morts,
Aujourd'hui, chaque matin quand je me réveille, malheureusement, Bukavu, Goma, je suis toujours appelé pour m'annoncer des nouvelles victimes de cette situation. Donc, des crimes de masse qui se commettent en toute impunité. Depuis la résurgence de M23 et soutenue par l'armée rwandaise, sur le plan sécuritaire, on voit une escalade des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, plus de 10 millions, presque la population de la Belgique, survivent dans une peur et la famine. Ils n'ont pas accès à leur argent à la banque, ils n'ont pas accès au traitement, ils n'ont pas accès à la nourriture. Les zones minières sont contrôlées et depuis quelque temps, on voit une expansion du contrôle de ces zones minières. Sur le plan humanitaire, je voulais juste citer Jan Egeland, qui était en mission en République démocratique du Congo. Le 4 avril, il a dit « Les niveaux de négligence globale dont sont victimes les civils de l'Est de la République démocratique du Congo devraient faire honte aux dirigeants du monde. » Il est le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. Et en fait, aujourd'hui, sur le plan humanitaire, il y a 26 millions de Congolais qui vivent dans l'insécurité alimentaire totale. Et 7,8 millions de la population congolaise est sans toit, des déplacés internes. J'ai rencontré même des familles qui, les 10 dernières années, n'ont jamais fait plus de 6 mois à un même endroit. 1,6 million d'enfants ne peuvent pas aller à l'école puisque les écoles ont été vandalisées, détruites et l'insécurité est permanente. Sur le plan des droits humains, la situation est également alarmante à cause de la culture de l'impunité qui a pris place depuis maintenant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on voit que les droits humains et les droits internationaux et humanitaires dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ne sont pas du tout respectés. Au Conseil des droits de l'homme, il avait été annoncé que plus de 600 exécutions sommaires ont été commises juste le premier trimestre de cette année. C'est énorme. Au niveau donc de la situation en général, je dois dire que nous vivons une situation qui est dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Les violences sexuelles sont toujours continuées à être utilisées comme une arme de guerre. Et en 2023, par exemple, les Nations Unies ont recensé 123 000 cas de violences sexuelles, ce qui représente une femme violée toutes les 4 minutes. L'UNICEF vient de publier son rapport le mois passé, qui est alarmant, mais c'est un rapport que nous corroborons à l'hôpital des Panzi, où plus de 10 000 violences sexuelles qui sont faites, 30 à 35% constituées par les enfants. Et donc, je pense qu'on voit très bien la tendance qui va vers l'inacceptable. La violence est inacceptable, mais s'attaquer aux enfants, ça c'est dépasser toutes les lignes rouges qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, ce qui fait le plus mal, quand je vois les victimes qui nous parlent, qui nous témoignent, et qu'aujourd'hui, les violeurs, du fait de l'impunité, ne se gênent pas d'enregistrer leurs crimes et les mettre sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez vous imaginer pour les mères, pour les épouses, lorsque leur crime peut être mis sur les réseaux sociaux, c'est en fait l'humiliation est déjà là, mais là c'est les détruire complètement. Assez rapidement, cette crise, il y a plusieurs tentatives qui ont eu lieu pour essayer de résoudre, donc de mettre fin à cette crise, mais malheureusement, toutes ces tentatives ont été des tentatives qui avaient toujours une graine de conflit, et souvent c'était des amnisties, et ce sont les amnisties qui reprenaient après les conflits.
l'accord qui était l'accord de l'espoir, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Je pense que c'est un accord que je voudrais vraiment qu'on puisse y revenir, puisque dans cet accord où l'Union européenne est garant, je crois qu'il est très très important de pouvoir revenir sur cet accord, car cet accord qui était signé en 2012 permettait en fait de résoudre les racines profondes de cette crise en République démocratique du Congo et mettait sur la table des négociations les pays limitrophes du Congo, mais également les institutions comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, les organisations régionales. Mais les pays, en fait, il y avait 4 pays garants, dont l'Union, donc la Belgique, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Et je pense que cet accord était très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être y revenir pour montrer que c'est là où il faut qu'on puisse retourner pour pouvoir parler de la paix en République démocratique du Congo. D'autres accords ont été faits. On a eu la feuille de route de Luanda et de Nairobi qui ont été après fusionnés à une seule négociation, mais on voit très bien que les trêves qui ont été données, souvent, c'est terminé par être violées par la mauvaise foi des belligérants. Il y a l'initiative du pacte social pour la paix de la CENCO et de l'ECC qu'il faut encourager et pouvoir peut-être faire le bon séquençage pour permettre à ce que ça puisse aider. Mais on voit qu'il y a d'autres initiatives telles que la facilitation de l'État du Qatar, où nous avons réagi par rapport à cette facilitation, puisqu'elle n'est pas du tout claire, mais elle a été soutenue par une facilitation américaine, donc de Washington, qui est aussi opaque que cette facilitation du Qatar. Et là, je reviens pour dire, c'est très difficile de comprendre qu'on essaie de résoudre la crise de la région des Grands Lacs dans l'opacité et le manque d'inclusivité, puisque l'Union européenne est un partenaire important pour cette région et malheureusement, dans les accords qui sont en train d'être négociés, malheureusement, l'Union européenne ne fait pas partie de ces négociations. Ces négociations ont 4 points. Je vais terminer rapidement. Ils reconnaissent mutuellement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et s'engagent à ne pas soutenir les groupes armés, mais demandent à ce qu'il y ait une intégration régionale et une coopération économique et minière. Et c'est là où je crois que l'Union européenne a un rôle à jouer dans cette négociation. Malheureusement, aujourd'hui, l'Union européenne est absente. Et puis faciliter le retour des réfugiés et les rôles des forces internationales, spécialement la MONUSCO qui est sur place. Merci beaucoup, Dr Mukwege. La parole est à Mounir Satori, puis nous passerons aux questions des journalistes. Et la parole ne va pas être simple après ce qui vient d'être dit. Alors d'abord, merci. Merci à Hilde. Merci de ne pas t'arrêter, de continuer à porter ce sujet ici au Parlement. Nous l'avons collectivement mise à l'agenda. Nous avions d'ailleurs à la sous-commission droit prévu une mission en RDC, mais nous allons vous laisser la primeur, à toi et à la délégation comme à la commission DV. Nous envisagerons sans doute de revenir, docteur, l'année prochaine pour voir comment les choses évoluent, parce que c'est important qu'on garde une attention dans la durée sur ce qui se passe. Et puis je veux dire 2 mots sur le docteur Mukwege, parce qu'il a de nombreuses qualités, dont celle de l'humilité. Je veux saluer votre travail, celui de votre hôpital Ponzi qui aide toutes les victimes de violences sexuelles, majoritairement des femmes et des enfants. Et également de votre fondation qui fait un travail de plaidoyer, de formation sur les violences sexuelles dans le cadre des conflits partout dans le monde, aussi bien au Myanmar qu'en Ukraine, qu'au Soudan, qu'au Nigeria. Merci pour tout ce que vous faites et de trouver l'énergie pour continuer à tenir.
Je veux dire 2 mots sur le processus de paix sous l'égide de Washington. La paix est toujours un objectif primordial. Mais pour l'atteindre, pour qu'elle soit durable, à mes yeux, elle doit respecter au minimum 3 conditions. Respect du droit international, justice pour les victimes, et dans le cas de la RDC, garantie sur l'exploitation des ressources naturelles. Je dis ressources naturelles, même si en vrai, pour les populations, pour les femmes, dans le cas de la RDC, c'est souvent une source de malheur et de détresse. Je veux parler de l'impératif de la justice. Parce que devant le naufrage de la justice internationale, la Cour pénale internationale est sans doute notre dernier canon de sauvetage. Nous saluons la réactivation des enquêtes de la CPI dans la province du Nord Kivu. Nous demandons de tout mettre en œuvre pour protéger la CPI. La CPI est importante dans le cas de l'Ukraine, dans le cas de la RDC, dans le cas de la Palestine. Elle est importante pour tenir debout le droit international, et l'honneur de l'Union européenne ne passera que par un soutien indéfectible de l'Union européenne. Il ne faut pas laisser Trump tuer cet outil de justice internationale. Vous pourrez compter sur nous, docteur, pour garder la RDC à l'agenda, pour que nous restions vigilants jusqu'à ce que l'Union européenne renonce à cet accord de la honte, renonce à importer ces minerais des précieux nécessaires à notre transition énergétique au nom des victimes et au nom des exactions en RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mounir Satouri. Si vous avez des questions, merci de vous présenter et dire pour quel média vous travaillez. Oui. Bonjour, Emmanuel Strasser pour Bruxelles 2. Je voulais savoir si vous aviez pu rencontrer des interlocuteurs auprès de la Commission européenne lors de votre déplacement à Strasbourg et parler notamment de la question de l'accord sur le minerai avec le Rwanda. En effet, j'ai pu rencontrer, j'ai eu plusieurs interlocuteurs par rapport à cette question des minéraux et spécialement à l'accord Union européenne, le Rwanda. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous considérons que l'Union européenne a fait beaucoup de progrès depuis l'élection de nouveaux eurodéputés. On sent très bien qu'il y a en fait un mouvement vers trouver des solutions par rapport à cet accord. Cet accord que nous avions considéré qu'il était en incohérence avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À savoir que nous avons des rapports des Nations Unies qui montrent clairement que les minéraux en fait, qui sont achetés au Rwanda aujourd'hui, ce sont des minéraux qui sont pillés en République démocratique du Congo et qui vont se retrouver, qui vont être blanchis au Rwanda avant d'aller sur le marché mondial. Et je crois que c'est une incohérence totale par rapport aux valeurs de l'Union européenne de pouvoir s'approvisionner par cette mesure, surtout en sachant que l'Union européenne a des réglementations sur le due diligence pour les minéraux des conflits et que l'Union européenne devrait absolument respecter ses propres règles qui existent et qui doivent s'appliquer. Et donc, je crois que la proposition que les parlementaires européens ont fait pour demander à ce que cet accord soit tout simplement et purement annulé, je crois que c'est ça la cohérence. Rester dans la ligne droite de ses convictions, je crois que ça donne une crédibilité, puisque je crois qu'à partir du moment où on est dans un système de double standard, malheureusement, ça décrédibilise les institutions, ça tue le multilatéralisme et nous n'avons pas aujourd'hui un autre système qui permet donc de protéger une protection collective n'existe pas. Et donc nous avons droit, comme vient de le dire Satouri, il faut absolument que nous puissions défendre le droit international puisque c'est un outil, si nous ne le défendons pas, donc nous laissons cours à la loi du plus fort. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle?
Oui, Jean-Jacques. Oui, bonjour, Jean-Jacques Herry pour RFI. Je voulais simplement savoir, je sais que vous échangez régulièrement avec le président du Congo. Je voulais savoir quelle était la nature de ces échanges et sur quoi portaient les derniers échanges que vous avez pu avoir avec lui. En effet, le président de la République démocratique du Congo, on échange sur la situation en République démocratique du Congo, et je pense que ce qui est en train de se passer au Congo, je viens de parler de l'accord, donc la déclaration des principes qui venait d'être signée à Washington entre le Rwanda et le Congo, sous le parrainage de Washington. En fait, cette déclaration des principes, je dirais tout simplement que c'est une déclaration inacceptable, puisque c'est une graine de conflit qu'on est en train de planter. Vous ne pouvez pas demander à deux États qui sont en conflit, avec des millions de morts, sans parler de la justice, juste donc demander à ce qu'il y ait une cogestion de ressources naturelles. C'est tout simplement inconcevable. Et deuxièmement, ce sont des accords qui ne peuvent pas se signer. On ne peut pas signer de tels accords sans que l'on puisse intéresser les souverains primaires, donc, qui est représenté par le Parlement. Et donc nous sommes en discussion et nous voulons absolument que ces accords, donc ces discussions sur l'exploitation des minerais stratégiques, puissent être en fait une discussion inclusive, puisque si ce n'est pas inclusive, ça peut ne pas être. L'Europe peut se désintéresser, et malheureusement, je pense que l'Europe aujourd'hui doit prendre un leadership qui est abandonné par les États-Unis sur le multilatéralisme, et je pense qu'il n'est pas normal que l'Europe soit exclue des négociations qui se passent dans la région des Grands Lacs, connaissant le rôle que l'Europe joue dans cette région. Et donc, nous avons essayé de mettre ça en lumière par rapport à notre Constitution, par rapport au risque même de conflit, puisque en dehors de l'Europe, comme je disais, il y a aussi la Chine qui est dans la région. Et donc, on ne peut pas faire comme si on va ignorer tous les autres acteurs sur terrain par rapport aux minerais stratégiques. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas se passer de la République démocratique du Congo. 60% du cobalt mondial vient du Congo, 80% des tantales viennent du Congo, et sans tantale, on n'a pas ni nos appareils électroniques et toute la nouvelle technologie. Merci beaucoup. Je peux prendre une dernière question. Je ne sais pas si, Franck, tu es toujours intéressé. Oui, et puis c'est Madame Hilde Woutmann qui va conclure. Et je vous rappelle qu'on vous donnera des informations complémentaires sur la délégation qui se rendra au Congo-RDC, la délégation des 12 membres. Voilà, je t'en prie. Non, j'avais la même question, vous venez d'y répondre, merci beaucoup. Répondu, c'est mon répondu, magnifique. La même chose. Merci, donc, merci. Voilà, donc il y a une demande rapide de Monsieur Goerens qui souhaite intervenir, qui est membre depuis très longtemps de la délégation UEACP, et puis Madame Woutmann conclura. Voilà, merci. Monsieur Goerens. Oui, merci. Je voudrais saluer aussi la présence de Monsieur Mukwege ici. Je persiste à croire qu'à long terme, une solution pourrait consister à organiser un sommet sous l'égide de la République démocratique du Congo sur le pillage des ressources, en faisant intervenir tous les stakeholders pour montrer la responsabilité de tous dans ce conflit, parce que je crois que ça, l'exploitation des richesses à des fins très douteuses, est la source de tous les problèmes. Est-ce que vous partagez cette vue ? Absolument. Nous avons fait cette proposition et nous pensons que l'Union européenne pourrait soutenir une telle proposition, surtout que l'Union européenne est co-garante de l'accord cadre d'Addis Abeba qui réunit tous les pays limitrophes du Congo, comme je viens de le dire, plus les 4, il y a déjà 3 membres du Conseil de sécurité, donc la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, plus la Belgique. Et il y a aussi les organisations régionales africaines qui font partie. À notre humble avis, avec une
table, en fait, si on mettait tous ces acteurs autour de la table pour discuter de ces minéraux stratégiques, discuter aussi de la paix par rapport à cette région qui est meurtrie, nous pensons que c'est la voie des solutions. Si on les fait de façon isolée, exclusive, je crois qu'on est en train tout simplement de planter encore une graine de conflit. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions ni dans la salle ni en ligne. Donc, Madame Boutmans, pour la conclusion. Merci beaucoup et merci pour assister à cette conférence de presse. Merci d'être ici parce qu'on va parler après-midi à 4 heures. On a une grande réunion de la délégation EU-Afrique avec la commission DEVE et avec la commission Femmes. Ce que moi, je veux bien dire ici devant vous, on a voté déjà 2 résolutions très fortes. On va continuer à travailler parce que la violence contre les femmes et ce que vous venez de dire maintenant, que même les atrocités sont filmées, sont utilisées dans les réseaux sociaux, ça pour moi c'est incroyable. On doit vraiment continuer à se battre pour les victimes, pour les femmes, pour les filles, pour les jeunes enfants. Deuxièmement, j'ai bien écouté votre demande que l'Europe joue un rôle plus important que maintenant, parce qu'on n'est pas autour de la table, qu'on reprend l'accord Addis Abeba, qu'on va faire cette conférence internationale, on va pousser pour que l'Europe prenne l'initiative, et je vais aider avec ça, qu'on prend l'initiative pour une conférence internationale pour la paix de la région. Et troisièmement, l'impunité. Je pense que le rapport Mapping, ça fait 15 ans que c'est voté aux Nations Unies. On doit vraiment prendre le rapport Mapping et faire que les gens qui ont fait les atrocités sont punis, parce qu'autrement les atrocités ne vont pas s'arrêter. Et ça, je vous promets, comme président de la délégation EU-Afrique, avec mes collègues, je vais convaincre ce Parlement, cette Commission et le rôle des États membres de prendre notre rôle en Afrique et se battre pour les droits humains. Merci. L'Europe ne peut pas se permettre d'être absente dans la négociation en Ukraine, être absente aussi dans la négociation en Afrique. Je crois que c'est très important. Merci pour cette prise de position. Merci. Merci à tous et bonne journée. Merci.